Depuis quelques années, les récits de transfuges de classe ou transclasse ont pris une place de plus en plus importante dans l'espace médiatique et leurs récits sont particulièrement appréciés des spectateurs, lecteurs et auditeurs. De très grands écrivains ont raconté leur parcours d'une classe sociale à une autre dans des ouvrages devenus des références. Ce concept est employé de manière de plus en plus répandue dans des émissions notamment et les médias en raffolent. Il y a un autre point commun entre vous deux, c'est le fait d'être transfuge de classe. Même dans mon corps, il y a une mémoire des muscles de la classe ouvrière que moi j'ai dans mon corps. C'est le théâtre qui vous a libéré de votre milieu social. Vous avez été une des premières à mettre les mots sur ce changement de monde, ce changement de classe. Une banlieusarde de campagne, ce sont vos mots, qui prend sa revanche. L'emploi du terme est devenu si commun qu'il s'applique parfois à des personnalités dont l'ampleur de la mobilité sociale est contestée. Mais vrai ou faux récits de transclasse, quelle est leur place aujourd'hui ? À quoi servent-ils ? Comment sont-ils construits ? La linguiste Laëlia Véron a décidé d'analyser ces discours, d'interroger leur rôle politique et on la reçoit aujourd'hui sur le plateau de Blast pour en discuter. Laëlia Véron, bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste, stylisticienne et enseignante-chercheuse. Vous vulgarisez notamment les sciences du langage depuis plusieurs années sur France Inter dans l'émission de Charline Vanhoenacker. Et vous êtes également autrice du livre « Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique » aux éditions La Découverte. Et vous venez de publier un autre livre, « Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuges de classe » aux éditions La Découverte toujours. L'objectif du livre, qui a été coécrit avec Karina Bivin, c'est de décrypter les récits de transfuges de classe et d'expliquer en quoi ils contribuent à construire dans notre imaginaire collectif une vision biaisée de la mobilité sociale. Avant qu'on aille au cœur de votre livre, vous me disiez que c'est avant tout un travail collectif que vous continuez à mener aujourd'hui. Oui, parce qu'on a écrit ce livre avec Karina Bivin, mais au-delà de ça, on organise un séminaire mensuel qui a lieu à la Sorbonne autour des récits de transfuges de classe. Et il y aura aussi une journée d'études finale à Orléans les 12 et 13 juin. C'est plutôt un colloque d'ailleurs, vu que c'est 2 jours. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un sujet interdisciplinaire. Nous, Karine et moi, on est en analyse du discours, mais c'est aussi un sujet sociologique. C'est un sujet qui pose des questions de diachronie, c'est-à-dire d'évolution chronologique, à partir de quand est-ce qu'on est transfuge parvenu, etc. Donc, on a besoin d'être plusieurs pour répondre à toutes ces questions et pour prendre un sujet interdisciplinaire. Et ce sont des manifestations scientifiques ouvertes à tous. Et je tiens à le dire parce que souvent, on voit la recherche toujours un peu au passé, quand elle est terminée, toujours un peu individualisée. Ben voilà, là, il y a de la recherche collective en cours. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Et donc, pour aller au cœur du sujet, qui est pour vous l'analyse du discours de ces récits de transfuges de classe, du rôle qu'ils peuvent jouer, il faut quand même apporter un minimum de définition et de contours sociologiques et presque économiques sur ce qu'est un transfuge de classe. Qu'est-ce qu'un transfuge de classe ? Alors, au départ, c'est une catégorie sociologique, la catégorie de transfuge de classe. On a essayé de retracer un peu son histoire. Ça va désigner quelqu'un qui a eu une forte mobilité sociale, dans les récits, justement, très souvent ascendante, alors que théoriquement, ça pourrait être dans les deux sens, mais pour faire un récit, il faut avoir un minimum de capital et d'avoir accès à la parole publique. Donc, très souvent, c'est ascendant. Donc, quelqu'un qui donc c'est des personnes qui viennent de milieux modestes, qui accèdent à un certain... Qui accèdent à un certain milieu, qui accèdent à un certain milieu, notamment par rapport à leurs parents. Alors, ça a été discuté en sociologie, justement, comment est-ce qu'on mesure cette mobilité sociale par rapport au père, maintenant on fait par rapport au père et à la mère, à partir de quel âge, mais c'est quand même l'idée d'une mobilité sociale, de changer de statut social. Après, il y a des débats sur quels critères on se fonde. Est-ce qu'on va plutôt prendre la mobilité en termes de capital culturel, c'est-à-dire est-ce qu'on a fait notamment des études bien plus que les parents, ou de capital économique, est-ce qu'on a un revenu bien supérieur à celui des parents, ou les deux. Et ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on peut voir une distinction entre les récits les plus connus, qui sont souvent des récits inspirés, on va dire, par des figures littéraires comme celle d'Annie Ernaux, qui vont mettre en avant le capital culturel, l'accès aux études, parce que c'est écrit par des personnes qui ont intégré les classes bourgeoises intellectuelles. Et ce qui est montré par les sociologues vont étudier bien plus de mobilité sociale, des fois en se fondant plus sur d'autres capitaux comme économiques, et surtout des mobilités sociales des fois moins spectaculaires, moins linéaires. C'est notamment ce que montrent les sociologues Paul Pasquali, Julie Pagis. Donc il y a une différence déjà entre les récits qu'on connaît le plus, donc c'est intellectuel, c'est spectaculaire, c'est linéaire, c'est une grande mobilité sociale, et la réalité des travaux sociologiques. Et ça nous montre déjà l'ambiguïté du passage d'un concept à un récit. Le concept, au départ, est sociologique, mais la mise en récit
d'autant plus qu'elle se diffuse de plus en plus, devient de moins en moins sociologique, paradoxalement. Et alors, pourquoi avoir choisi, vous qui êtes linguiste, d'étudier ces récits de transfuges de classe qui prennent de plus en plus de place ? Eh bien parce que, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est frappant en termes de diffusion de récits et de discours. Des fois, on a tendance à voir la littérature comme un peu une sphère autonome par rapport au reste, un peu une sphère pure. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, elle serait pure, elle serait un peu exempte de tout ce qu'on appelle un peu en vrac des fois le storytelling. Et en réalité, on s'est rendu compte avec les récits de transfuges de classe que c'était un bon exemple de circulation de récits. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un concept sociologique, ça a été mis en récit pas mal par Ernaux et par d'autres, c'est devenu un récit... Annie Ernaux, l'écrivaine, qui a reçu récemment le prix Nobel de littérature. On est des millions, des milliards sans doute, à avoir eu vécu ce passage d'un monde à un autre, voilà, ou changer de classe sociale. C'est devenu un récit qu'adorent les journalistes, qu'ils proposent souvent aux personnes reçues, que ce soit pour parler de leur production ou pour parler de leur parcours. Et donc c'est aussi maintenant un récit qui est repris, qui a été repris sous différentes formes par des politiques. Elle ne parle pas à ma maman qui, elle, est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable et pouvoir se loger à peu près correctement parce qu'elle n'est pas propriétaire de son patrimoine. Et puis c'est devenu un récit commun que beaucoup plus de personnes utilisent, que des artistes peuvent utiliser pour parler d'eux et qu'on retrouve dans des pages témoignages de journaux. C'est devenu une catégorie de définition, je suis transfuge de classe, et une manière de parler de soi, une manière de se comprendre. Donc d'un point de vue analyse du discours, c'est très intéressant de voir comment tout ça circule, comment tout ça s'influence. Et puis autre chose qui nous a intéressé point de vue discours, c'est la grande divergence entre ce qu'on appelle le métadiscours et le discours. Le métadiscours, c'est ce qu'on dit de son propre discours. Concrètement, les récits de transfuges, très souvent, vous avez des auteurs, des autrices qui vous disent, en même temps que leur récit, je vous explique pourquoi j'écris ce que j'écris, je vous explique pourquoi j'écris, comment il faut l'interpréter. Il y a un fort contrôle de la réception. Et on a tendance à croire à ce métadiscours. C'est normal, c'est humain. Et on a eu l'impression, au bout d'un moment, avec ma collègue, que le travail universitaire n'était pas forcément fait sur la distance critique par rapport à ce métadiscours. C'est un point dont on parlera sans doute, mais notamment ce métadiscours, pour certains récits, est très anti-méritocratique, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à l'idée d'ascension sociale grâce à l'école, en mode quand on veut, on peut, si on travaille bien à l'école, on va y arriver. Certains métadiscours sont très méritocratiques et les représentations sont très semblables. Les métadiscours, les interprétations politiques divergent alors que les discours sont semblables. Et ça, on avait envie d'analyser ça. Et je pense que vraiment, ça manquait dans la recherche universitaire. Quand Annie Ernaux a eu le Nobel, moi j'aime bien l'œuvre d'Annie Ernaux, mais quand elle a eu le Nobel et qu'elle était invitée à des moments avec des sociologues, c'était Annie, c'est formidable que tu aies eu ce prix Nobel. Enfin, évidemment, c'est de la complaisance. Et on peut aussi comprendre pourquoi sociologiquement, parce que souvent, on a de la proximité culturelle, sociale, mais c'est aussi notre travail de prendre de la distance critique avec ces récits, quelles que soient les personnes qui les ont produits. En fait, vous montrez aussi leurs limites et le fait qu'ils ne sont pas toujours fidèles à la réalité de ce que pourrait être en sociologie un transfuge de classe. Oui, c'est pas juste ça, c'est par rapport à leur propre programme, par rapport à leur cohérence, au fait. Quand, au bout d'un moment, parlons du paradoxe, on a dit paradoxe, des récits transfuges de classe. Le paradoxe de base, c'est quand même, pour certains récits estampillés à gauche, de dire « je veux dénoncer le déterminisme social, je veux dénoncer l'illusion de la méritocratie, donc en mode quand on veut, on peut, quand on travaille bien à l'école, ça va bien marcher ». Et je vous donne mon exemple de personne qui a réussi grâce à l'école, qui déjoue les lois sociales, qui a une exception, mais je ne veux pas être pris comme exemple de méritocratie. Au bout d'un moment, là, il y a un paradoxe de base. Est-ce qu'on peut vraiment dénoncer le déterminisme social en faisant le récit d'une exception sociale ? On y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur ce rôle collectif que peut jouer le récit individuel, ou pas d'ailleurs, on va en discuter. J'aimerais qu'on revienne vraiment sur ce qu'est un transfuge de classe, parce que c'est quand j'ai parlé de ce sujet autour de moi, il y a des personnes qui m'ont dit mais comment on sait si on est un transfuge de classe, parce qu'on va, ce sera la question juste après sur il y a des faux transfuges de classe. Comment est-ce qu'on peut choisir de s'appeler soi-même transfuge de classe, ou comment est-ce que nous, en tant que journalistes, on peut décider de dire que telle ou telle personne est un transfuge de classe? Alors, moi, je ne suis pas là pour donner des brevets de « vous avez le droit de vous appeler transfuge de classe ou pas ». En plus, je ne suis pas sociologue. Mais
il faut faire attention peut-être à la tendance à se saisir de cette étiquette et plus généralement à la tendance peut-être à voir surtout ses difficultés, ses efforts et moins ses ressources, par exemple. Ça, je pense que c'est un réflexe humain que tout le monde peut avoir, mais quand on veut avoir un minimum de conscience sociale, on peut peut-être faire attention à ça. C'est une tendance générale et je pense que l'étiquette transfuge de classe est séduisante aussi parce qu'à la fois elle relie à du collectif, à des classes sociales. Et voilà, quand on peut dire, voilà, j'ai bien conscience qu'il y a des classes sociales. Et en même temps, elle propose une exceptionnalité. Je suis dans des classes sociales, mais pas uniquement, pas tellement. Je passe entre plusieurs classes sociales. On aime bien se sentir exceptionnel. Tout le monde aime bien se sentir exceptionnel. Donc peut-être qu'elle est séduisante en dehors des critères objectifs, aussi pour ça, par ce rattachement du collectif, sans oublier le singulier, l'exceptionnalité. Après, il y a la question effectivement des ressources et du changement de classe sociale, de milieu social. On peut prendre des critères, le capital scolaire, le capital culturel, le capital économique, à quel point il y a une forte amplitude entre ce qui s'est passé pour les parents et ce qui s'est passé pour soi. Mais ça peut être mis en cause, par exemple, Annie Ernaux, qui est dans les imaginaires, puisque voilà, c'est l'écrivaine la plus connue, le Nobel, l'exemple type du transfuge de classe. En fait, en réalité, ses parents ont déjà une mobilité sociale. C'est des ex-ouvriers devenus commerçants. Oui, c'est ce que vous décrivez dans le livre. Un capital économique, donc elle va dire transfuge de classe, c'est surtout capital culturel. Logique, vu que ses parents avaient quand même un minimum de capital économique, lui ont payé une école privée et des études. Mais par exemple, Neige Sino, qui a écrit Triste Tigre tout récemment, elle raconte, elle, que quand elle a lu Annie Ernaux, elle a été très surprise de voir que pour elle, celle qui était censée être la transfuge de classe, était fille de parents commerçants, parce que pour elle, les commerçants, vu qu'elle vient d'un milieu très précaire, c'est ceux qui pouvaient mettre sur l'ardoise, qui avaient la faculté de faire crédit ou pas faire crédit, donc c'était des bourgeois pour elle dans sa tête. Et en fait, c'est ça, il y a plusieurs, entre guillemets, degrés, ou je ne sais pas comment on qualifie ça, de transfuge de classe. Et donc, ça donne lieu parfois à de gros agacements, voire à des conflits dans le milieu médiatique, dans le milieu littéraire, de personnes qui disent « Mais vous pouvez pas vous dire transfuge de classe, vous êtes même des faux transfuges de classe. » Et il y a des personnes qui ont suscité particulièrement l'agacement. On pense au chanteur Chris, anciennement Christine and the Queens, qui avait été qualifié de transfuge de classe et qui avait... C'est un journaliste qui l'avait proposé et voilà. Il avait dit oui. Il avait parlé du fait d'avoir dans ses muscles la mémoire de la classe ouvrière alors que son père est universitaire parce que on prend sur la régénération des grands-parents et si on fouille bien dans la génération des grands-parents, arrière-grands-parents, etc., oui, effectivement, on finira toujours par trouver quelqu'un, quoi. Mais il était quand même enfant d'universitaire et d'une prof dans le second degré. Donc c'est vrai que ça a pu agacer. Après, il y a une mobilité au sens où il a pu accéder à un capital économique quand même beaucoup plus important. Oui, bien sûr. Mais c'est le fait déjà d'avoir dit j'ai dans mes muscles la mémoire de la classe ouvrière, ce genre de choses. Et puis, ça pose une question plus générale. Alors déjà, de ne pas voir ses propres ressources, de s'inventer des origines populaires pour se mettre en valeur, pour mettre en valeur son capital résilience. Et puis, d'invisibiliser la parole justement des classes populaires, en mode tout le monde devient transfuge de classe, et comme ça, peuvent parler des classes populaires auraient une légitimité et elles-mêmes ne parlent jamais. Ça me fait penser à un tweet de Philippe Poutou dans la campagne présidentielle, quand Anne Hidalgo avait dit « Je suis la seule à être... d'origine ouvrière dans cette campagne », et il avait répondu « Coucou, enchanté ». Alors, si on se focalise sur l'origine, après, au bout d'un moment, on se focalise plus sur qui il est. Donc déjà, il y a ça. Mais le fait de s'inventer ou de se fantasmer ou de mettre l'accent que sur ses origines populaires, ça date depuis longtemps. Hein. Il y avait Léa Seydoux qui nous disait qu'elle avait fait l'école de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus, à mon avis, Léa dans le terme... qui est fille, oui, pardon, Léa Seydoux qui est... pour le coup, complètement née dans le milieu du cinéma, qui a toute sa famille pratiquement dans le milieu du cinéma. Donc, milieu très, très privilégié pour le coup. Très, très, très privilégié. Quand elle avait dit qu'elle avait fait l'école de la vie, ça avait fait grincer des dents. Donc, c'est une tendance générale, ça existe depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de plus, à mon avis, dans le mot transfuge ? C'est que ça va être lié, en plus, et ça peut procurer des agacements, à des affects. Souvent négatifs, à l'idée de honte, à l'idée de résilience, à l'idée de culpabilité. Donc, est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Est-ce que ça témoigne d'une conscience sociale, du fait de ne pas oublier les siens, son milieu d'origine, de ne pas oublier, en passant dans une autre classe sociale, ces tensions sociales-là? On peut l'analyser comme ça. Je pense que c'est vraiment des corpus complexes, qui sont déjà aussi différents les uns des autres. Donc, on peut voir ça de manière positive ou de manière négative. On peut dire que c'est en mode... dur d'être devenu un bourgeois, quoi. Enfin, des pleurnicheries de privilégiés qui font oublier que peut-être que ça pose effectivement ces affects, mais il y a aussi d'autres affects négatifs de la part de personnes qui sont encore en galère sociale ou qui sont en déclassement social. Donc,
Est-ce que ça montre une conscience sociale ou est-ce qu'au contraire ça masque une conscience sociale? C'est une des grandes questions de ce corpus. En tout cas, pour ceux qui ne rempliraient pas, en tout cas qui ne viennent pas réellement des classes populaires, encore une fois, moi je pense qu'on peut parler de mobilité sociale, même quand on vient d'un milieu relativement privilégié et qu'on accède à un milieu ultra privilégié. Oui. Par contre, ce qui agace, c'est vraiment le fait que ce récit de transfuge de classe, certains s'en saisissent et ne viennent pas des classes populaires. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Et vous faites une citation dans le livre qui me semblait particulièrement éloquente. Vous dites « C'est ce type de comportement, les faux transfuges, que dénonce la journaliste Faiza Zerwala dans un billet de blog publié en 2019 sur Mediapart et intitulé « Je suis un accident sociologique, mais pas votre alibi. Ces faux transclasses sont une insulte pour ceux qui viennent de milieux populaires. Revendiquer des fausses origines prolétaires, c'est prendre la place de personnes déjà invisibilisées, parfois humiliées. C'est tout leur nous voler, y compris une histoire, un vécu, des sentiments qui ne vous appartiennent pas. » Vous vous dites, se revendiquer transfuge alors qu'on ne l'est pas permettrait donc à certaines personnes de renforcer leur figuration d'elles-mêmes dans le discours en l'enrichissant de résilience, de courage, de mérite et par là de se constituer un nouveau capital que nous pourrions appeler capital mérite qui peut se transformer en capital narratif. Qu'est-ce que c'est que le capital narratif dont se saisiraient ces, entre guillemets, faux transfuges? Oui, mais alors, je voudrais quand même dire que, alors bien entendu, on peut comprendre que ce soit agaçant et on peut le dénoncer, ce fait de s'inventer transfuge alors qu'on ne l'est pas, mais ça ne résout pas les questions. Parce que, par exemple, Édouard Louis vient vraiment de milieux très populaire, très précaire. On y vient. Oui, et justement, et on peut, en tout cas, il lui est quand même reproché à des moments de se faire un capital narratif de cette origine. Parce que, alors, bien entendu, on peut dénoncer ça, mais ce qu'on a été n'est pas non plus une justification de tout. Vous avez plein de personnes qui viennent vraiment de milieux populaires. Bernard Tapie, je suis pas sûre que pour autant vous appréciez ce qu'il fait de son récit transfuge. Gérald Darmanin est fils de femme de ménage, quand même. Tout à fait. Donc, au bout d'un moment, on peut pas tout résoudre avec cette question de l'authenticité de l'origine, en mode ceux qui viendraient auraient le droit. Non, mais déjà, c'est le premier. Oui, mais quand même, je pense qu'il faut le dire. Et cette ambiguïté par rapport à ça, par exemple, ce que dit Faiza Zerwala, je suis un accident sociologique, mais pas votre alibi, elle est aussi dans ce paradoxe que portent beaucoup de récits de transfuges. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? À quoi ça sert ou pas? D'ailleurs, elle en a fait aussi un dans le cadre des présentations de l'école de journalisme pour présenter aussi d'autres parcours. Elle se demande dans ce billet si c'est une bonne idée ou pas, ou si elle cède à cette mode-là ou pas. Donc, c'est vraiment... plus complexe que la question de l'authenticité première, même si c'est une question qui se pose, mais je pense qu'il ne faut pas se résoudre à ça. Pour vous, c'est une mode? Oui, actuellement, je pense que c'est une mode. C'est un discours qui est proposé, qu'on comprend et dont on a envie de se saisir et qui circule. Donc, actuellement, c'est une mode. Est-ce que ça deviendra un genre discursif stable? Ça, je ne le sais pas encore. Ça, c'est une des questions qu'on se pose. Mais actuellement, en tout cas, oui, c'est une mode. Je reprends votre place, votre phrase, pardon, pas votre place. Des questions de place, c'est vraiment dedans. Où vous dites, c'est une manière finalement de se parer de résilience, de courage, de mérite, qui sont des espèces de qualités humaines qu'on se donne un petit peu et donc qui constituent ce capital du mérite. On a parlé du capital narratif. C'est quoi la différence entre ce capital du mérite? Le capital mérite, c'est une manière de dire que justement on doit son parcours à son mérite. En réalité, même si on dit recuser l'illusion de méritocratie, c'est quand même souvent l'idée. On doit son parcours à son mérite et on peut transformer ça en capital narratif, c'est-à-dire en récit de soi. C'est le parcours, les qualités dont témoigne ce parcours deviennent la matière, un récit de soi. Et sur la question des qualités, encore une fois, c'est humain de vouloir parler de ses qualités, de vouloir parler de ses efforts. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est vraiment intéressant au point d'en faire un récit? Et est-ce que ce sont des récits politiques comme ils prétendent l'être? Parce que c'est une chose de se raconter, pourquoi pas, mais est-ce que ça vaut le coup d'être présenté à tout le monde? Et surtout, dans quelle optique? Est-ce que, quand on dit que c'est radical, c'est politique, est-ce que ça l'est vraiment? On peut faire un très bon récit sans qu'il soit politique. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il peut y avoir des récits qui font du bien, des récits qui sont intéressants sans qu'ils soient politiques. Mais encore une fois, nous, on analyse la cohérence du métadiscours et du discours. Et quand on a des métadiscours, des fois tonitruants sur la valeur politique des récits, on peut s'interroger sur la réalisation de ce métadiscours. Ouais, il me semble que c'est parce que ces récits permettent aussi, finalement, aux bourgeois, ou en tout cas les plus privilégiés de cette société, d'accéder à ce que vivent, alors
d'accéder très temporairement, hein, mais via ces récits-là, via cette description qu'a pu faire Édouard Louis dans Eddie Bellegueule, enfin en finir avec Eddie Bellegueule, à la réalité parfois des classes populaires. Mais ça, on pourrait dire que c'est plutôt un bon aspect de ces récits. Pour le coup, là on parle des critiques et des limites, mais encore une fois, c'est des corpus pluriels. Et le fait de porter au regard et à la représentation des milieux, des personnes, du quotidien, qui n'ont pas accès, qui n'étaient pas représentés, ça, on peut penser que ça fait partie des mérites de ces récits. Après, la représentation est ambiguë. Dans Eddie Bellegueule, par exemple, la représentation a été reprochée aussi à Édouard Louis comme trop caricaturale. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans son œuvre, c'est que certes, il se répète, mais il se corrige, il décale. Et d'ailleurs, dans Changer méthode, il a une scène où il raconte, comme il a raconté justement à un public bourgeois qu'il accueillait, c'est son milieu, en l'exagérant, le caricaturant, parce qu'il avait l'impression que c'était ce qui était attendu de lui. Et j'ai l'impression que c'est une mise en abîme de Eddie Bellegueule. C'est-à-dire qu'il raconte à ce moment-là ce qu'il aurait fait dans son premier récit, Eddie Bellegueule, faire une représentation caricaturale parce que ça fait plaisir au lecteur bourgeois. Mais au-delà de cette question de caricatural ou non, parler de ces milieux-là, encore une fois, ça peut être plutôt mis au crédit de ces récits. Après, la question, c'est encore une fois de quel milieu vraiment on parle et de quelle souffrance on parle. Est-ce qu'on parle vraiment des milieux populaires ou est-ce qu'on parle finalement d'une personne qui sort de ces milieux, qui n'a que des souvenirs, qui n'en parle qu'au passé, comme s'il n'existait plus, comme si c'était juste des souvenirs, alors que c'est aussi du présent. Il faudrait peut-être aussi parler du présent et pas juste des parents et de l'usine qui a fermé quand les parents sont partis. En tout cas, on parle beaucoup depuis tout à l'heure des récits littéraires, finalement, de ces figures, de personnes qui viennent de milieux populaires, qui vont accéder à des statuts d'auteurs de renom, avec des prix littéraires, qui vont pouvoir aussi transmettre ce récit de leur vécu. Et ça ne concerne pas que les auteurs, en fait, de littérature. Vous disiez, c'était vraiment un phénomène, presque une mode de transfuge de classe, qui va dans bien d'autres domaines. On a évoqué la chanson, mais ça peut vraiment être dans toute la société, et même pas forcément de manière totalement médiatique, ça peut aussi être dans les échanges qu'on peut avoir informels, de se qualifier de ça. En tout cas, les médias, ça leur plaît. Et c'est quelque chose c'est un terme qu'ils ont commencé à utiliser plutôt récemment, peut-être même à surutiliser. Vous décrivez qu'en 2017, les expressions transfuge de classe et transclasse sont utilisées 16 fois dans la presse sur toute l'année 2017, contre 64 fois en 2019, 186 fois en 2021 et 307 fois au premier semestre 2023. Donc là, on est vraiment sur une utilisation exponentielle de... Dans certains journaux, pas dans tous les journaux. Oui, pardon, je disais, c'était Libération, l'Obs... Le Monde et l'Obs. Et le Figaro, d'une autre manière, après ça, peut-être d'une manière plus critique. Mais c'est aussi intéressant. C'est pas n'importe quel journaux, quand même pas mal des journaux qui vont représenter la bourgeoisie intellectuelle de gauche, en tout cas pour l'Obs et pour Libé. C'est quoi ? C'est le phénomène de mode des bourgeois de gauche ? En tout cas, c'est une catégorie qui va plaire à certains journalistes et on peut comprendre pourquoi, parce que justement, elle va leur donner peut-être l'illusion de lier le collectif et l'individuel. À la fois, ça leur permet de continuer à raconter des trajectoires exceptionnelles, parce que les médias adorent ça, quand même nous raconter des trajectoires exceptionnelles et romanesques. C'est humain, je me place en tant que journaliste, de vouloir, vous dites, ça spectacularise les trajectoires, et évidemment que en termes de narration, c'est quand même beaucoup plus prenant, mais quelque chose qui est spectaculaire, en fait, qui est hors du commun. C'est assez intéressant parce que c'est souvent des récits, en tout cas pour les littéraires qui vont dire qu'ils sont contre la littérature traditionnelle, en fait c'est extrêmement traditionnel comme forme. Ça fait penser aux romans d'apprentissage du 19e siècle, par exemple à la Balzac, même si on dit souvent Rastignac comme transfuge de classe, alors que c'est pas vraiment un transfuge de classe, mais comme Lucien dans Illusion perdue. Donc c'est au fait des récits un peu de péripéties, de personnes qui vont à Paris, c'est très souvent Paris avec un changement géographique, qui se confondent à des milieux, qui a des difficultés, puis qui finalement réussit très souvent par l'accès à la parole publique. Franchement, c'est archi traditionnel. Et oui, c'est humain, c'est romanesque. Dans le cas Lucien de Balzac, on est sur un échec de transclasse. Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est que souvent, on va donner Rastignac comme exemple de transfuge de classe. Rastignac, c'est le héros du Père Goriot. Et moi, ça m'a toujours fait... hurler, à chacun ses sujets de crispation, mais parce qu'au fait, Rastignac, qu'on dépeint tout le temps comme l'ambitieux, il fait rien du tout, et ils font tout sur son nom. Rastignac, il vient d'une famille noble, et il fait une espèce d'échange de capitaux avec une femme qui, pour le coup, n'a pas le nom noble, mais a le capital économique, et en gros, grâce à son nom, il va lui permettre d'être acceptée dans des sociétés où elle n'aurait pas pu aller, et elle va lui permettre de gagner de l'argent. Mais vraiment, il ne fait rien
que miser sur son nom. Puis après, il va épouser la fille de cette femme-là. Et il attend que ça se passe et il devient ministre. Alors que dans Illusion perdue, qu'on connaît un peu mieux maintenant grâce au film de Xavier Giannoli, vous avez Lucien qui vient vraiment d'un milieu prolétaire, qui est toujours poursuivi par son nom prolétaire Chardon, dont il n'arrive pas à se débarrasser malgré ses efforts, et qui finit par échouer, parce qu'il n'a pas tous ses capitaux. Donc c'est quand même intéressant qu'on retienne Rastignac et pas Lucien. On préfère un faux transfuge qui réussit qu'un vrai transfuge qui échoue. En tout cas, c'est, je trouve, une inspiration, l'analyse de ce récit de Lucien, peut-être dans les difficultés que peuvent rencontrer les transfuges actuels. C'est-à-dire que Lucien, il ne se sent jamais complètement, finalement, appartenir à ce milieu. Il n'y appartient jamais vraiment. Est-ce que c'est pas, finalement, la sensation que peuvent avoir des Didier Ribon, des Édouard Louis, qui décrivent le fait de ne pas totalement appartenir à cette bourgeoisie intellectuelle pourtant à laquelle ils appartiennent et dans les médias, dans la littérature, économiquement. En fait, en tout cas, c'est ce qu'ils décrivent. C'est des expériences dans lesquelles certains peuvent en tout cas se reconnaître. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on en lit beaucoup, on se demande est-ce que c'est si intéressant que ça ? Est-ce que c'est si important ? Est-ce que c'est vraiment, en tout cas, encore une fois, quand on prétend être un récit politique radical, est-ce que ce sont les souffrances sur lesquelles c'est plus important de mettre l'accent ? On a essayé d'interroger justement à quel point ces récits peuvent être politiques, à quel point le jeu peut se dire et essayer d'être exemplaire et de représenter quelque chose de plus général. Et certains auteurs s'y essayent, et il y a des réalisations intéressantes par rapport à ça. Mais il y a peut-être aussi des limites du récit de soi. Et du limite du récit de soi comme exceptionnel, on ne sort pas de ce paradoxe-là quand on se prétend collectif et politique. Pour revenir en tout cas sur l'intérêt de ce type de récit, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a plein de personnes qui nous regardent et qui trouvent que c'est super, ou que ça leur parle beaucoup, ou que ça leur donne aussi de l'espoir sur leur propre capacité à avoir cette mobilité sociale, tout en ayant quand même conscience, bien sûr, des déterminismes sociaux. Je pense au livre Illégitime de Nesrine Slaoui, qui est une journaliste qui raconte les difficultés de son parcours et qui, pour le coup, est quand même plutôt critique de son milieu d'accueil et qui montre que c'est pas, pour le coup, montre bien qu'elle est l'exception, que c'est un problème, qu'il n'y a pas la place et qu'il faut pour les gens comme elle, et que c'est difficile, que c'est rendu difficile par ce système-là, et ça permet, on pourrait dire, en tout cas, de faire émerger une certaine critique, par exemple, du milieu du journalisme. Oui, alors effectivement, il y a toujours des contre-exemples. Il y en a certains qui vont faire des critiques de ces milieux d'arrivée-là, même si c'est pas les plus connus. Et sur l'intérêt de ces récits, moi je pense que c'est des récits qui ont des intérêts variés, à des moments des intérêts littéraires, des intérêts esthétiques, des intérêts personnels, voire des intérêts politiques. Et c'est aussi bien effectivement en tout cas c'est aussi normal qu'à des moments ce soit des récits qui justement nous disent que c'est possible. Bien entendu qu'on a besoin d'avoir des récits qui sont possibles. À la fin du livre, on s'interrogeait sur ces récits en disant c'est peut-être ni trahir ni venger, c'est peut-être finalement des récits de réconciliation, mais peut-être aussi pour des bonnes raisons. On parle à un moment du pouvoir démobilisateur de la sociologie. C'est souvent quelque chose qui est balayé du revers de main de dire à la sociologie, c'est-à-dire l'exposition quand même des déterminismes sociaux, des probables, des possibles et des probables qui sont quand même peu probables quand on vient, par exemple, de réussir, quand on vient d'un milieu social bas. Souvent, quand on dit ça aux sociologues, on a un peu des formules, ou aux intellectuels, des formules pour rejeter ça en disant c'est la conscience du déterminisme qui permet de s'en libérer. Alors d'abord, je ne vois pas pourquoi. C'est quand même une vision d'ailleurs très peu matérialiste et sociologique, paradoxalement, de penser que tout se jouerait dans la tête. Et en réalité, non, c'est pas aussi simple. Donc c'est normal qu'on ait des contre-exemples. J'ai même plutôt entendu le contraire, pour avoir essayé de faire un peu de la vulgarisation de sociologie dans mon travail ici et avoir essayé de le porter dans différents médias. Il y a des personnes qui m'ont dit non, mais vous démotivez les gens. Oui, mais vous, là, vous parlez... Moi, je parle dans le milieu intello. C'est la différence entre dans le milieu intellectuel, on va dire mais non, la sociologie, c'est forcément très bien pour émanciper parce que voilà, il suffit d'avoir conscience, en tout cas, ça aide d'avoir conscience des dominations pour les contourner. Et contrairement, effectivement, à une espèce de réception beaucoup plus large où on va dire que la sociologie est démobilisante. Et moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux, c'est pas parce que c'est porté par des gens bêtes que le discours est bête. Souvent sur le fait que la sociologie est démobilisante. Oui, je pense que la sociologie peut avoir un caractère démobilisant et qu'à des moments, il faudrait se pencher sérieusement pour la question, et c'est pas parce que c'est porté par Manuel Valls ou par des gens comme ça qu'à des moments, il n'y a pas un fond quand même à creuser. Et c'est peut-être effectivement aussi pour ça qu'on a besoin de récits, de contre-exemples, et qu'on peut comprendre effectivement
C'est ce qu'essayent de faire certains récits de transfuges, d'à la fois de rappeler certains préceptes sociologiques et en même temps de donner des parcours qui vont un peu donner espoir. Donc, j'essaye effectivement de tenir un peu ça, et on peut comprendre cette perspective. Encore une fois, le problème, c'est quand ça se banalise tellement que ça devient presque la norme d'être transfuge, quoi. Que ça devient la norme et que finalement c'est l'espoir. Enfin, l'espoir est presque la facilité. C'est plus l'espoir, ça devient la facilité, l'idée de facilité de ce parcours-là qui va l'emporter sur le reste. Et c'est aussi un peu le fait juste que quand on écrit, quand on raconte, le récit n'est pas isolé. La valeur, le caractère politique, le message du récit ne va pas être porté juste par le récit lui-même, mais par l'écho, par les effets d'écho. Et ça peut être très frustrant, je pense, quand on écrit. Mais au fait, le message de ce qui est dit ne se fait pas tout seul, jamais. C'est toujours en écho par rapport à d'autres institutions. Et des fois, des récits qui se ressemblent. Des fois, dans Ernaud, dans Louis, il y a les mêmes phrases. Et elles ne feront pas le même effet quand elles ont été écrites en 1983 ou quand elles sont écrites maintenant, quand c'est en effet d'écho avec plein d'autres récits ou pas. Pour revenir sur la question du langage, qui est quand même vraiment l'objet principal du livre, vous expliquez et vous détaillez toutes les similitudes en termes de narration entre les différents récits de transfuges de classe. Donc, il y a plein de nuances, il y a plein de types de récits. Mais vous dites qu'une des langues, parce que la langue est importante, qui est utilisée dans les récits de transfuges, attention, je vais prononcer un gros mot, c'est la diglossie. Non, mais alors, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que la diglossie? Alors, petit point linguistique. Il y a plusieurs éléments qui reviennent. Il y a aussi, alors, je vais faire un petit détour, il y a la préterition. La préterition, c'est dire qu'on ne veut pas dire tout en le disant. D'ailleurs, c'est dire, je ne veux pas faire des récits, par exemple, de contes de fées, mais je vais quand même vous raconter ça, comme j'ai été sauvée. Je ne veux pas faire un épisode pathétique, mais je vais quand même le faire. Je pense à Gérald Bronner qui dit « Moi, j'aime pas les récits de transfuges, la catégorie transfuge. Moi aussi, je pourrais vous faire pleurer, je vais pas le faire. Je vais quand même vous raconter cet épisode émouvant. » Bonjour Gérald Bronner. Bonjour Sonia. Êtes-vous ce qu'on appelle un transfuge de classe ? Alors oui, sans doute, même si j'aime pas le terme, voilà. En fait. Je me définis plutôt comme un nomade social. Et la diglossie, alors, c'est le fait que le transfuge se représente souvent comme clivé, comme déchiré entre deux mondes, et ça passe aussi par la langue, par l'impression d'avoir plusieurs langues, d'avoir la langue d'origine, qui serait, alors ça peut être des fois vraiment strictement une autre langue, quand c'est aussi des parcours d'immigration, mais sinon même en français, ça peut être une variété de français qui va être très différente de la variété scolaire. L'idée que le français parlé à l'école va être très différent du français parlé à la maison, que ce soit à cause de variantes populaires, régionales, etc. Et donc la question qui se pose pour le ou la transfuge, c'est dans quelle langue écrire ? Est-ce qu'on essaye de reprendre la langue d'arrivée ? Est-ce qu'on essaye de prendre la langue d'origine? Est-ce qu'on essaie de prendre la langue d'arrivée? Est-ce qu'on essaie de créer une autre langue? Et est-ce qu'on a une posture qu'on pourrait appeler populiste, en exaltant la langue d'origine comme une langue colorée, vivante, forte, corporelle? Est-ce qu'on a une posture légitimiste en disant qu'au contraire, c'est la langue d'arrivée, la langue intellectuelle, scolaire, etc., qui est la bonne langue, la langue à apprendre? Est-ce qu'on essaye de créer une posture entre deux? C'est ce qu'Annie Ernaux, notamment, a essayé de faire dans ce qu'elle appelle la langue plate, une langue qui serait la langue de tous, en tout cas une langue qui ne serait ni l'illusion de la reproduction de la langue d'origine, ni l'allégeance à ce qu'elle appelle des valeurs bourgeoises de la langue d'arrivée. Par exemple, se refuser à employer ce qu'elle appelle, avec Barthes, le théoricien Barthes, les signaux des belles lettres, c'est-à-dire le passé simple, mais aussi l'ironie. Par exemple, elle dit que la complicité ironique autour de certaines références, c'est bourgeois. Ce serait le jeu de connivence et de reconnaissance avec le lecteur bourgeois, et qu'elle veut l'éviter. Mais la diglossie, si on revient à... La diglossie, c'est les deux langues, c'est la coexistence des deux langues. C'est le fait de faire exister ces deux langues, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire des mots de vocabulaire ultra populaires ou des expressions qui sont un peu inhabituelles, mélangées parfois à des termes d'un langage plutôt soutenu, et les deux qui cohabitent ensemble. Oui, encore une fois, ça c'est pas très nouveau, parce que par exemple on a ça dans du Zola. Simplement, c'est le fait de le lier aussi à son expérience personnelle et à son identité et à sa situation personnelle. C'est aussi ce qui peut résonner chez tout un chacun, où vous pouvez avoir à des moments... Bon, peut-être effectivement plus quand il y a un parcours social d'amplitude forte. Mais voilà, vos parents vont avoir certains mots que peut-être vous n'avez pas. Il y a des variations de langage, et ça met l'accent sur le fait dont ces variations de langage peuvent exprimer aussi des variations d'identité.
J'aimerais qu'on termine sur le rôle finalement très politique de ces transfuges de classe, au-delà en se posant la question de à qui servent ces discours et ces récits, en vous posant une question qui va paraître très manichéenne, mais qui me semble appropriée, c'est est-ce que les transfuges de classe, c'est de gauche ou c'est de droite ? C'est-à-dire que est-ce que finalement on peut le voir comme regardez, c'est bien la preuve que c'est possible, je l'ai fait, et donc en montrant qu'on peut déjouer les déterminismes sociaux et donc que ça va 2 minutes de vouloir plus d'égalité, ou au contraire de dire regardez, je viens des milieux hyper populaires, j'ai raconté les difficultés de cette ascension et je vous dis, comme le disent beaucoup d'entre eux, que je suis l'exception, que je ne suis pas la règle et que c'est un problème et que les obstacles sociaux sont beaucoup trop nombreux, économiques, sociaux, culturels, sont beaucoup trop nombreux et donc il faut changer le système. Je pense que originellement, les récits transfuges de classe vont être classés à gauche parce que le fait que le concept est beaucoup associé à Bourdieu, parce que le fait aussi que le discours qui accompagne ces récits et les prises de position publiques politiques qui accompagnent ces récits, comme Annie Ernaux par exemple, sont classés à gauche. Mais c'est intéressant de voir que plus il se diffuse, plus il est récupéré ou à son tour tissé par des gens d'idéologie libérale, des gens de droite. Un bon exemple, pour moi, c'est Aurélie Vallogne, qui est une autrice de best-seller, qui est vraiment extrêmement populaire, qui va citer Ernaux, qui a été influencée pour écrire son ouvrage, qui est à la troisième personne, mais là, il y a vraiment un personnage autobiographique. Elle a été influencée par Adrien Nazelli, qui est un journaliste d'inspiration bourdieusienne, et elle fait un roman anti-Bourdieu. Elle fait un roman où il y a une scène où son prof lui parle de Bourdieu. Elle dit moi, je vais donner tort à Bourdieu. Quand on veut, on peut. Donc, je pense que c'est qu'effectivement, de plus en plus, ça devient un récit de quand on veut, libéral, de droite. La question qu'on peut se poser, c'est à quel point le récit et sa narration est assez riche pour évoluer, changer aussi à gauche. Il y a des formes qui sont intéressantes. Je pense à Nassira El Moadem, qui a écrit un récit hybride, qui est journaliste et autrice, qui n'est pas que de récits de transfuges de classe, puisqu'elle le change un peu, elle fait des contrepoints, elle le fait au présent, elle parle de son enfance, mais elle va lier ça à des luttes collectives au présent, aux luttes des femmes de ménage, aux luttes des gilets jaunes. Donc c'est pas qu'un récit tourné vers le passé, vers soi, mais un récit tourné vers le présent et le collectif. Il y a d'autres personnes qui ont essayé de faire des contrepoints de récits transfuges, je pense à Kautar Archi pour aussi parler des parcours post-immigration coloniale dans ces récits. Est-ce que ces récits ont une forme assez riche pour se renouveler aussi à gauche, ou est-ce qu'au fait, ils vont être récupérés et finalement être rabattus sur toujours ce discours libéral? C'est vraiment une question qu'on va suivre. Mais il existe aussi des contre-récits populistes qu'on connaît moins, et peut-être que c'est eux qui prendront cette tâche-là. En tout cas, moi, dans les récits qui ne sont pas forcément cités, mais que j'ai pu reconnaître en tant que journaliste qui a travaillé sur les jeunes notamment, je reconnais beaucoup de récits dans la structure narrative que vous décrivez, de youtubeurs, de stars des jeunes, de tiktokers, d'instagrammeurs, qui ont qui ont suivi cet effet de mise en scène de soi, de son parcours, de ses difficultés, de description. Là, vraiment, c'est la même chose. Ils n'utilisent jamais le mot transfuge de classe, transclasse, mais ils vont vraiment se faire le récit de comment ils sont partis d'un milieu très modeste dans certains cas, littéralement, réellement, pour certains d'entre eux, et comment ils ont travaillé, qu'ils ont produit des vidéos, parce qu'encore une fois, on ne devient pas youtubeur comme ça, c'est quand même un métier, c'est très, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ils vont mettre ça en scène pour, d'une certaine manière, induire qu'ils méritent un petit peu ce qu'ils ont eu. Alors eux, c'est pas du tout ce qu'ils vont dire dans leur récit, ils vont dire non, c'est pour montrer, c'est pour donner de l'espoir aux jeunes. Sauf que c'est exactement le même type de récit qui est mobilisé. Et là, on n'est ni sur quelque chose de droite au sens de théoriser, ni de gauche. On est vraiment sur un truc qui est complètement dépolitisé. C'est pas dépolitisé parce que... Dans la manière dont on le présente, évidemment. Oui, mais c'est encore une fois la différence entre le métadiscours et les représentations. Mais en fait, ça, c'est intéressant, que ce soit des récits qui se disent de gauche, de droite pour les transfuges. Ça, c'est quelque chose quand même de très commun. C'est se représenter en train de faire des efforts. Et beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. C'est aussi bien dans des récits de droite que dans des récits de gauche. Édouard Louis va se représenter en train de faire des efforts surhumains, de s'auto-transformer, de s'auto-créer, de lire, de travailler sans cesse pour arriver à faire ça. Et oui, ça peut donner de l'espoir, et oui, ça peut motiver, et ça peut être un intérêt de ces récits. Mais d'un point de vue politique, ça va mettre l'accent sur l'individuel, alors qu'on peut savoir, d'un point de vue sociologique et politique, que pour que ces efforts, parler de soi et de ses efforts, c'est jamais parler aussi d'autres choses. Qu'est-ce qui va permettre à des moments ces efforts? Ce qu'en sociologie,
Paul Pasquali appelle les passeurs, par exemple. Ça peut être des personnes, mais aussi des institutions. Est-ce qu'il y a une bibliothèque dans le coin? Est-ce qu'il y a telle option? En l'occurrence, des caméras. C'est ça. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a des institutions qui peuvent aider ça? Est-ce qu'il y a des supports? Est-ce qu'il y a des parents? Oui, puis aussi des espaces associatifs, des endroits où on peut rencontrer d'autres personnes, vraiment des lieux, des ressources. Donc, ça ne veut pas dire que les efforts ne sont pas réels, et ça ne veut pas dire que la description de ces efforts ne puisse pas être encourageante. Ça peut aider d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue politique, ça nous fait peut-être moins penser au collectif qu'il faut qu'il y ait autour pour que ces efforts aussi peut-être fonctionnent, parce que ça ne se fait pas tout seul, aux institutions qui doivent encadrer ces efforts pour que ces efforts fonctionnent. C'est une question de focale. Hein. Les efforts de l'individu sont peut-être réels, mais il faudrait peut-être élargir autour, en tout cas quand on veut être politique, pour voir ce qui peut faire que ces efforts arrivent. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui font des efforts et ça ne marche pas. Eh bien, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Laëlie Aveyron, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuges de classe, est disponible aux éditions La Découverte et que vous l'avez coécrit avec Karine Habiman. Merci. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission. On rappelle que son objectif n'était pas de nier le vécu des transfuges de classe ou transclasses, ni la qualité des œuvres de ceux que leur parcours a inspiré, mais d'interroger le rôle qu'ils peuvent jouer dans nos imaginaires et la manière dont s'opère la construction de leur discours. Si le sujet vous intéresse, je vous rappelle que nous avons déjà réalisé plusieurs émissions sur la méritocratie, où on parle notamment des transclasses. Alors n'hésitez pas à les regarder pour aller plus loin sur cette question, notamment en termes sociologiques. Cette émission est disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming et comme toujours, je dois vous rappeler que si j'ai pu la réaliser, c'est grâce à vous, notre audience, c'est vous qui nous financez. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr, c'est vraiment important pour notre survie tout simplement. Et moi je vous dis à bientôt.